4e joueur du jour, alors on peut partir sur Zion si tu veux bien. Zion, 31 minutes par match cette saison, Zion Williamson, 70 matchs, ça c'est notable, mine de rien, pour Zion, 70 matchs, 105 de true shooting plus, on en reparlera, donc plus 5% relatif à la moyenne en termes d'efficacité, sur un volume de 30% au scoring, donc gros volume d'utilisation évidemment, et pour te lancer, on est mine de rien sur une bonne saison, et seulement sa 2e saison pleine avec les Pelicans. Ouais, alors limite c'est ça qui est le plus surprenant, c'est qu'il a réussi à jouer une saison pleine. Malgré tout, j'arrive pas. C'est une bonne saison, voire très bonne en fonction de où tu mets le curseur, mais j'arrive pas à être. J'ai une frustration quotidienne avec Zion, c'est que j'arrive pas à être pleinement satisfait ou pleinement convaincu par tout ce qu'il fait tout le temps. Je vois très bien les très grandes forces qu'il a, ouais. Mais quelle est la part de frustration qui vient de là où il joue et de comment on le fait jouer? Parce que moi j'ai bien apprécié que cette année il soit plus créateur, peut-être un peu moins scoreur, aussi peut-être parce qu'il a perdu en efficacité. Je veux dire, il prend quand même plus de tirs à mi-distance et il va quand même moins au cercle et il n'est pas forcément en réussite au cercle. Donc voilà, le tir extérieur de toute façon il a jamais été là, mais voilà. Il est plus créateur, ça j'apprécie chez lui. Son assist pourcentage, il perd pas autant de ballons qu'avant. Ses responsabilités sont intéressantes. Je trouve que c'est un joueur qui mûrit, mais qui mûrit pas assez vite. Et je trouve que le profil qu'il a, qui est vachement intéressant, enfin moi, ce côté driver capable de porter un peu la balle, voilà, il y a pas mal de pick and roll en fait où c'est lui qui tient la balle. Tu vois, on pourrait avoir tendance à penser que ça va être lui le roller, mais en fait non. Je veux dire, il a quand même 18% de pick and roll où c'est lui qui mène, enfin le ball handler quoi. Et il est efficace là-dessus en plus. Mais je suis frustré par les Pélicans, et je sens que je vais l'être encore plus cette année avec Dejounte Murray, mais je suis frustré parce que ils le mettent pas toujours dans les meilleures conditions pour utiliser pleinement ce qu'il est capable de faire. Je parle notamment du drive. Et le spacing aussi, non, tu veux dire? Ouais, bah oui, bah forcément ça vient de là. Hein. Quand t'as un spacing qui est aussi difficile et que t'as un joueur qui a besoin de son drive pour être pertinent collectivement et efficace, bah, c'est pour ça que je te dis qu'avec Dejounte Murray cette année ça va encore plus m'énerver, je pense, parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire un choix, et je peux comprendre parce que c'est un petit marché et du coup recruter des free agents c'est compliqué, mais t'arrives pas à faire un choix de te dire voilà, mon joueur c'est Zion Williamson et je vais construire autour de lui. Et je suis frustré parce qu'ils l'optimisent pas. Donc ouais, c'est vraiment une année un peu frustrante, je trouve. C'est vrai que, alors je voulais pas non plus aller totalement là-dessus et te lancer comme ça, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément sa meilleure année en fait. En même temps, on n'a pas eu tant que ça, hein, des années NBA pleines avec Zion, mais c'est peut-être pas forcément sa meilleure année, paradoxalement, alors que, bon, après il y a aussi le truc tu vois, il a fait 70 matchs, plus de 2000 minutes NBA, c'est seulement la deuxième fois qu'il fait plus de 2000 minutes NBA en une saison. Bon, malheureusement, il est blessé en play-off. Donc, on a toujours un peu ce truc de... toujours ces blessures, mais en un sens, il est beaucoup moins efficace qu'avant. Mais je tiens à dire de suite, il est quand même à plus 5% d'efficacité relative à la moyenne. Ouais, bien sûr. Sur un gros volume. Il est moins efficace parce qu'il était ultra efficace avant. Exactement. En fait, il part de tellement haut que même pour lui, une mauvaise année, c'est... on va en parler avec Edwards peut-être, mais c'est quand même plus efficace que la majorité des mecs qui sont à 30% d'usage, qui sont à des gros volumes. Il est quand même au-dessus de tout ça, quoi. Donc, en un sens, il est moins bon qu'avant, mais en même temps, il part de tellement haut, qu'il est quand même assez haut, même avec le résultat final, je veux dire. Et comment est-ce qu'on explique ça, le fait qu'il soit que à plus 5% plutôt qu'à plus 10, comme il arrivait à faire, notamment il y a 2 ans, hein, sa vraie, ou il y a 3 ans, pardon, sa seule vraie année. C'est aussi un peu lié, à mon avis, au régime de tir. Il y a le côté optimisation, tu l'as expliqué, c'est une part. L'autre côté, c'est un peu lui, mais les deux sont un peu liés, mais tu vois, son régime de tir, c'est clairement que panier. Que panier, alors soit des tirs directement sous le panier, soit un peu les short mid-distance, comme on dit, donc un peu plus loin du panier, à 1 ou 2 mètres du panier, mais il n'y a rien à part ça, c'est-à-dire il n'y a pas de long tir de points, pas de 3 points, évidemment, voilà, ça se passe à l'intérieur. Et le truc, c'est que on regarde un peu où est-ce qu'il a pris ses tirs, dans quelle zone. Il y a un peu une évolution de ça où il prend beaucoup moins de tirs complètement sous le panier et un peu plus de short mi-distance qu'avant. Alors qu'avant, c'était vraiment que sous le panier et très peu de flotteurs. Et là, ça se rééquilibre, un peu plus de short mi-distance. Et forcément, c'est des tirs qui sont un peu plus lointains et donc des tirs où la réussite attendue est un peu plus basse. Donc tu regardes au niveau de l'efficacité, c'est relativement pareil qu'avant, en fait, finalement. Mais l'évolution de ce profil de tir fait que il est un peu plus forcé de prendre plus de flotteurs, et ça, je te rejoins, c'est peut-être aussi le fait que le spacing est pas bon, et donc parfois il est obligé de prendre ses flotteurs à 2 mètres du panier plutôt que d'aller faire un lay-up à 100% de réussite ou un dunk à 100% de réussite au panier, quoi.
Ouais, bah c'est ça, tu vois. Enfin, moi, je prends en général les répartitions de tir de Cleaning the Glass. C'est ça, ouais. Il commence en début de carrière, il a sur les short mi-distance, il a 8%, il monte à 16, il monte à 21, là il a 30%. Et finalement, tu te rends compte que même si c'est un joueur efficace, pourquoi il perd en efficacité? Parce qu'en fait, il y a 26% de ses tirs qui sont extrêmement défendus et 61% de ses tirs qui sont très défendus. Enfin, tu vois, comme ils disent tight et very tight. Ouais. En fait, il a pas d'espace. Mais ça, c'est normal au niveau des Pélicans avec le roster que t'as, quoi. Mais c'est dommage, parce que s'il en avait un peu plus, il serait beaucoup plus efficace. Et je pense qu'il y a un peu, on en a déjà parlé sur le basket là, mais il y a un peu une mauvaise conception de ce qu'est Wes Zion, j'ai l'impression, par le grand public, parce que c'est un intérieur, ok, de facto, mais il joue pas du tout comme intérieur. Donc, Non. tu vois, il y a tout un aspect, notamment de. En fait, moi, j'ai toujours appelé intérieur de périmètre, en fait, depuis sa draft, parce qu'il y a un peu cette dénomination, et en effet, il est gros, etc., mais il est assez petit, au final. Il est quand même assez petit. Donc, il y a tout un truc de panier un peu facile, de finition, de verticalité, de rôle du pick and roll qu'il a pas trop, en fait, parce qu'il a pas trop la taille de faire ça. Il est pas utilisé comme ça non plus. Alors, il pourrait l'être plus, on est d'accord, parce que il a d'autres qualités, il pourrait quand même faire des rôles d'autres manières que la verticalité. Mais il joue pas trop comme ça, en fait. C'est vraiment un porteur de balle, pour le coup. Et tu parlais de ces fameux pick and roll. On l'avait détaillé dans la saison durant un hebdo, mais il y a ces pick and roll qui sont très particuliers, qui sont uniques en NBA parce que c'est des pick and roll qui partent de très très proche du panier, en fait. Il fait pas des pick and roll plein centre du terrain avec un spacing maximal. On lui donne des pick and roll autour dans la mi-distance, quoi. C'est des pick and roll les plus proches de NBA qu'on ait d'ailleurs factuellement au niveau des stats. Où est-ce qu'il commence ces pick and roll, c'est le plus proche du panier de toute la NBA. Et parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Au final, c'est juste, je fais 3 pas, je mets mon épaule dans le défenseur, je le dégage et puis je monte au lay-up, quoi. Donc on a cet aspect-là, mais c'est un peu paradoxal parce que tu vois, pour moi, c'est un des meilleurs drivers de NBA en termes d'impact, en termes de création collective, en termes de unstoppable. Et pourtant, tu vois, en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive, il est à peine dans le 57e centile. Donc il est plutôt au niveau de la moyenne plutôt que dans l'élite. Et je pense que, en un sens, il y a une question de spacing, où il est obligé de prendre des flotteurs plutôt que des tirs au panier. En un sens, il y a des qualités aussi je pense qu'il n'aura jamais l'efficacité et la productivité d'un Giannis parce qu'il n'y a pas les centimètres, en fait. Et c'est là-dessus où je pense que le côté taille est un peu sous-estimé parfois, taille et longueur de bras. C'est que, à moins qu'il ait l'espace de prendre de l'élan et de faire des méga dunks comme on voit en transition, sur demi-terrain, c'est pas un mec si vertical que ça. Et notamment en fin de drive, il est assez lourd. Et donc le côté je décolle depuis un appui pour aller très haut, il le fait pas. Il peut décoller depuis 2 appuis et se balancer dans le défenseur. Et ça marche très bien. Un côté double prise d'appui très explosif, très, très féroce finalement. Mais voilà, j'ai peut-être une mauvaise saison dans l'ensemble. Je pense pas que ce soit définitif. Mais en tout cas, pour cette année, on a aussi un Zion un peu légèrement décevant. Parce que il n'est pas à ce point élite en drive, il n'est pas à ce point élite en création pure. Et bon, il y a toujours un truc sur lequel il est élite, c'est la provocation de faute. Il est encore 4e de NBA, de toute la NBA en termes de provocation de faute. Mais malgré tout, ça a quand même baissé parce qu'il s'éloigne un peu du cercle. Mais ça, c'est logique. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses du passing alors chez lui? C'est pas si mal. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, il perd quand même des balles, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Parce que vraiment, encore une fois, c'est un truc qui me frustre dans cette équipe-là, mais par rapport à ce que t'as autour et le manque de spacing complet, tu pourrais perdre beaucoup plus de balles quand t'es un créateur comme ça. Et lui, c'est pas tant le cas que ça. Et je trouve qu'il joue bien, même en mouvement. On parlait tout à l'heure de son scoring. Moi, c'est là où je le préfère. C'est son scoring quand il est en mouvement, que ce soit en transition, que ce soit sur ses cuts, même s'il en fait pas beaucoup, c'est là où je le préfère. Mais même son passing, je suis plutôt satisfait en fait. Et est-ce que c'est vraiment une force qu'il va avoir? Je sais pas. Encore une fois, c'est un peu, j'attends de voir sur la longueur. Mais il augmente sa quantité de passes. Et je trouve qu'il n'a pas forcément une plus grosse quantité de déchets. Je pense aussi que son passing est un peu sous-estimé. Et les gens parfois le voient comme un mec qui a pas trop de passing ou qui a un peu un tout droit scoring. Alors qu'en fait, non, il a quand même des bons instincts. Il a quand même des bonnes lectures, réactivité, ça fait des kick-out, etc. Et tu vois, imagine, mets-le à la place de FDA dans le système d'OKC, ce serait excellent, quoi. Avec un peu plus de spacing, un peu plus un coach qui met tout pour le drive, tout en œuvre pour le drive, ce serait génial. Et je fais un peu la comparaison exprès, dans le sens où SGA, c'est un peu pareil par rapport au standard des autres superstars. SGA, il n'a pas un passing si créatif que ça. Mais par contre, c'est un créateur de jeu énorme parce qu'il y a ce drive qui crée le chaos, qui crée le décalage. Et à partir de ça, une fois que c'est créé,
il fait la passe simple, et puis derrière, c'est exploité par le reste de l'attaque. Et tu vois, tu parlais du spacing, je pense que le spacing, ça l'aiderait, lui, pour son scoring, mais ça permettrait aussi d'optimiser son passing et sa création de décalage. Bah ouais, tu le mets dans du spacing, il fait son drive, il y a 3 mecs qui viennent sur lui, il fait juste une passe simple, il ressort avec un bon timing, et derrière, si t'as un bon spacing, tu pourrais punir ça. Alors que actuellement, c'est pas trop le cas. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant. Et en défense aussi, je trouve que on est quand même plutôt sur une bonne année en défense. Autant il est un peu moins efficace, on l'a dit, en attaque qu'en 2021 et qu'à ses débuts. Autant en défense, je trouve qu'on est très loin du design du début qui était parfois catastrophique. Alors, c'est toujours pas la folie. Et en défense, c'est plutôt un extérieur qu'un intérieur. Mais tu vois, les fameux schémas agressifs des Pelicans où on vient de très tôt dans la possession faire la rotation au panier ou ce genre de choses. On fait voilà. Il est pas mal là-dessus, je trouve. C'est pas génial, mais ça va. Ouais, c'est pas génial. Alors, moi, il y a peut-être 2 choses qui me dérangent. Sa protection de panier, mais ça, en fait, c'est parce que les gens aussi, comme tu l'as dit, le voient toujours comme un intérieur. Mais il est petit, donc forcément, ce sera jamais une force chez lui. Et off-ball, je trouve qu'il a encore trop d'absence. Tu vois, des fois, son mec, il va cutter, il va avoir la seconde de retard sur sa vision, et il va pas voir que le mec, il est parti. Et je trouve que là-dessus, il a encore des progrès. Je pense qu'il est capable de le faire. Hein. C'est juste que soit il est pas concentré, soit des choses comme ça, mais je pense qu'il en est capable. Mais ouais, c'est pas une mauvaise saison, défensivement. Non. Mais c'est pas non plus une bonne saison. Quoi. Donc... Ce qui est frustrant, c'est que c'est un joueur à compromis, mais normalement, les compromis qu'il apporte, on les accepte les yeux fermés parce que si tu l'optimises, c'est génial, quoi. Et le problème, c'est que là, on a un peu certains compromis de off-ball, il est pas très bon, en défense, parfois ça peut être moyen, etc. Et sans non plus complètement débloquer le pourquoi il y a ce compromis, l'attaque en fait. Donc c'est toujours un peu frustrant. Mais ok, alors on peut se projeter vers le classement alors. Où est-ce qu'on imagine ce très bon Zion Williamson? Moi je l'avais un peu dans les idées entre 9 et 12. Tu vois, dans le clan Kyrie, dans ces eaux-là. Okay. Peut-être que je l'ai mis un peu plus haut que ce que tu pensais. Mais en fait, j'aime bien son profil. Et encore une fois, en fait, c'est peut-être là je me plante par rapport au classement des gens, c'est que je vois le joueur comme il est dans des conditions qui lui vont. Et au Pels, ça lui va pas. Alors, est-ce que du coup je l'ai mis trop haut parce que je l'imagine vraiment ultra performant dans un roster où il y a un peu de spacing. Mais par exemple, par rapport à Kyrie Irving, c'est là que je le mettais, quoi. Tu te demandes si tu classes pas plus l'idée théorique géniale de Zion plutôt que la performance de facto, quoi. J'ai aucune certitude qu'il serait excellent dans un système un peu comme OKC, tu vois, tu disais. En fait, c'est pas que j'imaginerais comment il serait, c'est que je sais que s'il était là-dedans, il serait comme ça. Ouais. Enfin, pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Et peut-être qu'effectivement, je le mets trop haut par rapport à ça. Non, j'étais à peu près par là aussi. J'étais à peu près par là. Et je savais pas comment gérer son cas. Je savais pas parce c'est compliqué. Pour moi, le vrai Zion, avec ses standards d'efficacité d'habitude et tout, est bien optimisé. C'est clairement un mec qui est au niveau Booker, pour moi. Parce que je pense que la création offensive, elle peut avoir à ce point de l'impact. Mais, sauf que sur ce qu'on a eu concrètement, je suis d'accord qu'on peut pas aller gratter aussi haut cette année, en tout cas, en termes de position. Donc peut-être on a du Haliburton qui est 9, Gobert qui est 10, Irving qui est 11. Effectivement, Sabonis, c'était un peu mon point à pas dépasser en descendant, quoi. Donc forcément un peu au-dessus. Après, où est-ce qu'on le met là-dedans entre Gobert, Irving, Haliburton, Mitchell, je sais pas trop. La différence, en fait, pourquoi moi je l'ai mis vers Kyrie, c'est que Rudy cette année, on en va toujours au même truc, c'est que dans ce qu'il sait faire, il a été élite. C'est vrai. Et Zion, j'étais un peu déçu de son année. C'est pour ça que je l'ai mis là. Ouais, c'est vrai. On le met entre les deux alors si tu veux, entre Gobert et Irving. On peut faire un truc comme ça. Très bien. Ok, parce qu'après, encore une fois, le vrai Zion, pour moi, dégage complètement Mitchell du classement, quoi. Merci, au revoir. Ouais. mais en même temps, on n'a pas eu totalement ça cette année. C'est un peu dommage, quoi. Mais on espère un jour peut-être du spacing, on espère un jour peut-être une optimisation. Ouais, mais ça, il faudrait que les Pélicans ils prennent une décision, quoi. Et là, ce qu'ils ont fait cet été, ils sont encore plus embourbés de là où ils étaient, quoi. Franchement, je comprends pas du tout ce choix-là. Et même par rapport à Irving, on pourrait argumenter qu'Irving fait une meilleure saison. Tu le mettais au-dessus ou en dessous, toi Non, franchement, j'ai pas de préférence. Parce que c'est deux joueurs complètement différents, vraiment, j'en ai rien à voir. Mais, j'ai vraiment pas du tout. J'avais vraiment un peu ce truc de Gobert qui fait une très bonne saison. Par rapport à Kyrie, j'ai pas de préférence.
Kyrie, cette année, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Il n'a pas eu de soucis hors terrain. Sportivement, c'était super. Il a bien compris ce qu'on attendait de lui et tout. Donc, j'ai pas de soucis, quoi. J'ai envie de le mettre derrière pour cette année. On peut, hein, parce que finalement, Zion, on est un chouïa déçu. Kyrie, on est un chouïa positif, tu vois. Donc. Ouais, et puis à peu près le même niveau d'efficacité. L'outil tactique Irving a été quand même assez fabuleux. Bon, on est dans cette zone-là, en tout cas, grosso modo. Ouais. Ok, faisons ça. Faisons ça, et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 26 octobre, on est très tôt dans la saison, encore une fois. Ouais. Et c'est un poster dunk contre le vrai défenseur de l'année 2023. Est-ce que tu l'as en tête? Alors, si tu me dis le vrai défenseur, est-ce que tu penses à Wemby ou est-ce que tu penses à Draymond Green? Non, je parle de 2023. Ah, de 2023. Oh voilà, alors attends, il faut que je me remette dans le temps. J'ai vraiment des galères avec ça. 2023, c'était qui le vrai défenseur? Non, je voulais te taquiner par rapport à Bam Adebayo, mais en fait non, c'est un poster sur Jaren Jackson. C'est un poster sur Jaren Jackson, nous sommes le 26 octobre. Un poster hyper impressionnant, on vous invite à aller le voir, hein, si ça vous dit, c'est pour ça qu'on fait ça. Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk de Zion? Alors, Memphis, c'est pas gagné. Je vais commencer par les Pels. Zion, du coup. Ouais. Ah, putain, ce roster-là. Est-ce qu'il y a Brandon Ingram? Oui. Je sais pas si Zion joue 4 ou 5. Est-ce qu'il y a Valanciunas ou pas? Il n'y a pas Valanciunas, mais il y a un autre intérieur parce que c'est aussi le compromis avec Zion, c'est qu'il peut pas trop assurer la défense intérieure, donc il y a forcément toujours quelqu'un à côté. Un autre pivot? Qui avait un papa NBA. Ah, Larry Nance Jr. alors. Exactement, Larry Nance Jr. Okay, tout à fait. Que j'aime bien d'ailleurs. Vraiment, vrai bon joueur. Est-ce qu'il y a Herbert Jones? Il n'y a pas Herb Jones, il y a l'autre. On l'a fait l'année dernière, Herb Jones. Qui a une loi à son nom. Qui a une loi à son nom. La loi en question, c'est le principe que si quelque chose peut aller mal, ça va aller mal. C'est l'autre là qui... C'est pas Marshall, c'est l'autre. Il a un très bon prénom, parce que ça illustre très, très bien le fait qu'il prend beaucoup de 3 points. Ah, Trey Murphy. Exactement, Trey Murphy, la loi de Murphy. Quand t'as dit loi, je pensais la loi Marshall. Ah, c'est pas mal aussi, ouais, je note l'indice, je vais le réutiliser. Et puis le dernier, c'est celui qui aide Frodon et Sam à aller amener l'anneau dans le Mordor. Oh là, c'est bon, j'ai vu ton jeu de mots. c'est McGollum, c'est ça? Exactement, c'est la version écossaise de Gollum, c'est McGollum qui est sur le terrain. Tout à fait. Et alors côté Memphis, on va s'amuser maintenant. Oula. Bon, Jaren Jackson Jr. Oui. On est en début de saison, je rappelle. Ouais, mais pareil, dans le temps, je sais plus. Morant, il était plus là. Non, il est encore en suspension. Ouais. Il est encore en suspension. Est-ce que Bane est là? Tout à fait, Desmond Bane. Ouais, lui, il était encore là. Est-ce que Steven Adams, il était encore sur le pied ou pas? Non, il a pas joué de l'année. Steven Adams. Je savais on pas, a un champion NBA d'ailleurs dans l'effectif sur le terrain. Champion NBA de 2024. Avec les Boston Celtics à l'intérieur. Ah oui! Ah, je vois celui-là qui... le Al Horford mes jeunes. C'est ça. Qui a le même prénom que Dupont de Ligonnès. Pardon pour l'indice. Xavier McDaniel... Non, j'allais dire Xavier McDaniels. N'importe quoi. Xavier... Ah, je l'ai plus. Dis-moi, je sais plus. Xavier Tillman. Tillman, c'est ça. Tillman. Ensuite, on a quelqu'un qui n'est pas champion NBA avec Boston, malheureusement. Ah, Marcus Smart, du coup. Marcus Smart, en effet, tout à fait. Est-ce que, du coup, Derrick Rose, il joue ou pas? Non, pas Derrick Rose, quelqu'un qui est dans la mare. C'est la mare La mare au canard. Et donc Kennard. Exactement. Ouais. Exactement, Luc Kennard est sur le terrain, tout à fait. Je dois t'avouer que j'ai pensé à la mare au dôme, mais je savais que c'était pas possible.